Ok, il y a quelque chose d'étrange qui attire mon attention depuis un certain temps et je ne peux plus l'ignorer. C'est un sujet que je n'aurais jamais pensé étudier, mais c'est pourtant le cas. J'étudie un personnage de l'Égypte antique que certains pensent être Moïse. Voyez-vous, l'une des plus grandes questions de l'histoire est la suivante. Qui était le pharaon lors de l'Exode? On essaie de le découvrir depuis des années. Mais il y a une autre question, peut-être encore plus intéressante. Moïse a-t-il réellement existé et existe-t-il des preuves de son existence dans l'Égypte antique? Certains répondent par la négative d'emblée. Ils pensent que Moïse n'est qu'un personnage de fiction, sans aucune preuve concrète. D'autres vont même jusqu'à dire qu'il n'existe aucune preuve que les Israélites aient jamais été en Égypte. D'autres encore adoptent une position plus nuancée. Ils reconnaissent que la Bible témoigne d'une connaissance approfondie de la vie et de la culture égyptienne, ce qui suggère qu'elle s'appuie sur des faits réels. Mais ils ne sont toujours pas tout à fait convaincus de l'existence de Moïse lui-même. C'est là que les choses deviennent un peu étranges. Un prince égyptien de l'histoire présente des similitudes surprenantes avec l'histoire de Moïse. Et pas seulement dans les petits détails, mais aussi dans les points essentiels. À tel point que l'auteur Scotty Roberts et l'archéologue Christopher Ames en sont venus à penser qu'il pourrait s'agir de la même personne. Avant de tirer des conclusions hâtives, il est essentiel de clarifier la chronologie. La Bible nous donne un indice précis. L'Exode a eu lieu 480 ans avant la construction du temple par le roi Salomon. Cela situe l'Exode aux alentours de 1446 avant Jésus-Christ, les Israélites entrant en terre de Canaan environ 40 ans plus tard. Ce qui est fascinant, c'est que cette chronologie ne provient pas uniquement de la Bible. Elle concorde également avec des éléments de l'histoire ancienne. Par exemple, on trouve des lettres de cette période où des dirigeants cananéens s'inquiètent de l'arrivée d'un groupe d'envahisseurs, ce qui ressemble étrangement aux Israélites. Même la chronologie des pharaons égyptiens semble s'y accorder. Alors, que signifie tout cela? Eh bien, si cette chronologie est correcte, le pharaon de l'Exode aurait été Amenhotep II. Curieusement, il ne s'agit pas du fils aîné, ce qui, comme certains d'entre vous le savent déjà, soulève de nombreuses questions, car on croit généralement qu'il s'agit de Ramsès II qui commandait les troupes lors de l'Exode. Cependant, il est important de rappeler que des auteurs antiques comme Manéthon et Flavius Joseph font référence au pharaon de l'Exode sous la forme grecque d'Amenophis II, non associé à Amenhotep II. Il convient de noter qu'Amenhotep II commença son règne par d'intenses campagnes militaires et acquit la réputation d'être exceptionnellement dur, voire cruel selon certains. Mais le plus étrange est que, plus tard dans son règne, le calme revient. Nous disposons de peu d'informations sur la seconde moitié de son règne, hormis une mise en garde contre les étrangers et les magiciens. Suis-je le seul à trouver ce détail plutôt étrange, surtout quand on pense aux récits bibliques? Regardez bien, si l'on remonte le temps, on constate que le père d'Amenhotep II était Thoutmôsis III, le pharaon de l'époque où les Israélites étaient opprimés. Il fut l'un des plus grands souverains d'Égypte, régnant pendant plus de 50 ans. Cela correspond à la période où Moïse aurait fui l'Égypte et passé 40 ans dans le désert. Ce point est donc crucial pour comprendre l'identité de Moïse. Voici Hatshepsut, la belle-mère de Thoutmôsis III. Celle que vous allez voir correspond parfaitement à la description biblique de la fille du pharaon. Au fait, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Joe et je crée des vidéos chrétiennes sur YouTube depuis une dizaine d'années. Bon, Hatshepsut n'était pas une souveraine comme les autres. Elle devint l'une des plus puissantes dirigeantes qu'ait jamais connue l'Égypte. Ces inscriptions la décrivent même comme une femme compatissante et ouverte aux étrangers, ce qui est tout à fait plausible si elle a effectivement élevé un enfant hébreu comme le sien. En rassemblant tous ces éléments, on arrive à un moment précis de l'histoire aux alentours du XVIe siècle avant Jésus-Christ. C'est précisément à ce moment-là que l'on retrouve Hatshepsut. Et durant son règne, un événement remarquable se produit. L'ascension fulgurante d'un homme, parti de rien, à une position de grand pouvoir en Égypte. La Bible nous apprend que Moïse vécut 120 ans, répartis en 3 périodes. 40 ans comme prince en Égypte, 40 ans dans le désert et 40 ans à la tête des Israélites.
D'après la chronologie que nous avons examinée, sa naissance se situerait aux alentours de 1526 avant Jésus-Christ, sous le règne du pharaon Thoutmôsis Ier. Regardez ça. Thoutmôsis Ier avait non seulement une fille, Hatshepsut, et un fils, de mères différentes, Thoutmôsis II. Pour assurer la succession, ces deux-là furent mariés, une pratique courante dans l'Égypte antique. Il est cependant crucial de se souvenir que Thoutmôsis II était un souverain souvent malade et n'a pas eu beaucoup d'héritiers. Hatshepsut géra le pouvoir et deviendra une dirigeante influente. À la mort de Thoutmôsis II, son fils Thoutmôsis III était encore un enfant. Hatshepsut monta alors sur le trône et régna pendant plus de 20 ans. Durant son règne, l'Égypte connut une grande paix et une grande stabilité. Les historiens la décrivent même comme une pharaone d'une bonté exceptionnelle, des inscriptions témoignant de son amour et de son ouverture envers autrui. Et figurez-vous qu'à cette époque précise, les archives montrent qu'un homme d'origine modeste, un paysan si vous voulez, fut soudainement élevé à l'un des plus hauts postes d'Égypte. Et cette personne devint prince. Cela vous rappelle quelque chose ? Voici donc la partie que vous attendiez tous. L'histoire égyptienne relate l'histoire d'un homme nommé Senmout, un personnage qui, à ses débuts, n'avait aucun lien avec la royauté. Pourtant, il parvint à devenir l'un des hommes les plus puissants d'Égypte. À la fin de sa vie, il occupait des postes extrêmement élevés et travaillait en étroite collaboration avec la pharaone Hatshepsut. Puis, tout à coup, on apprend qu'il disparaît des archives. La conclusion est inévitable. Certains chercheurs pensent qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Ils pensent que Senmout pourrait être Moïse. Au premier abord, cela peut paraître tiré par les cheveux, mais en y regardant de plus près, cela soulève de sérieuses questions. Senmout n'a pas été promu une ou deux fois seulement. Il reçut près d'une centaine de titres, le plaçant au sommet de la société égyptienne. Il devint conseiller de confiance, prince héritier, chef des prophètes, intendant des greniers, chef du peuple, et même tuteur et précepteur de la fille d'Hatshepsut. Pour quelqu'un parti de rien, une telle ascension est presque inouïe. Et ce n'est pas tout. La Bible décrit une ascension très similaire dans la vie de Moïse. Dans le livre de l'Exode, on apprend que Moïse n'était pas né dans la royauté égyptienne. Enfant hébreu, il fut déposé dans un panier sur le Nil et découvert par la fille du Pharaon. Au lieu d'être rejeté, il fut recueilli et élevé au sein même de la famille royale. Moïse grandit ainsi avec un accès privilégié à l'éducation, à la culture et aux pouvoirs égyptiens les plus prestigieux. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, il est même dit qu'il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et qu'il était puissant en parole et en action. Autrement dit, il n'était pas un simple étranger. Il a reçu une éducation royale et a intégré l'élite. Alors, quand on entend parler de quelqu'un comme Senmout, un étranger sans sang royal, qui acquiert soudainement une influence et une autorité considérables et devient même précepteur au sein de la famille royale, cela semble tout à fait plausible. Comment cet homme est-il passé de rien à un véritable prince ? Son nom même est intéressant. Senmout peut se comprendre comme frère de la mer, ce qui peut paraître étrange au premier abord, mais dans la culture égyptienne, les noms avaient souvent une signification plus profonde. Certains pensent que ce titre reflète sa relation privilégiée avec Hatshepsut, comme s'il avait été pleinement adopté par la famille royale. Élevé, non pas comme un simple serviteur, mais comme un membre de la famille royale. Gardez tout cela à l'esprit et réfléchissez-y. Les historiens de l'Antiquité affirment que Moïse portait un autre nom lorsqu'il vivait en Égypte. Ce nom était utilisé par les Israélites et non par les Égyptiens. Si cela est vrai, on ne devrait pas trouver le nom de Moïse dans les archives égyptiennes. Il faudrait plutôt chercher une autre personne dont la vie présente des similitudes avec celle de Moïse. En retraçant l'histoire de Senmout, de plus en plus de détails s'assemblent, de manière parfois surprenante. Il semble qu'il ait d'abord gravi les échelons militaires, menant peut-être même des troupes lors de campagnes au Kouch, l'actuelle Éthiopie.
Cela peut paraître anodin au premier abord, mais des historiens de l'Antiquité, en dehors de la Bible, décrivent Moïse comme ayant mené des campagnes militaires dans cette même région. Cependant, ce n'est qu'avec l'arrivée au pouvoir d'Hatshepsut que l'ascension de Senmout a véritablement commencé. Il n'a pas seulement été promu, il a atteint un niveau incroyable. Certains historiens affirment même qu'il est devenu l'homme le plus puissant d'Égypte, après la reine elle-même. En réalité, il gouvernait le royaume en son nom. Ce qui est également frappant, c'est le nombre de statuts et de documents le concernant. Pour quelqu'un qui n'était pas né dans la royauté, un tel nombre est inhabituel, presque digne d'un roi. Pourtant, malgré son pouvoir et son influence considérable, rien ne prouve qu'il ait eu une épouse ou des enfants, ce qui est là encore assez rare pour une personne de son rang. Il y a aussi son rôle d'architecte. Senmout a supervisé la construction du grand temple d'Hatshepsut, Deir el-Bahri, une structure massive et magnifiquement conçue, construite à flanc de falaise. C'était l'un des projets architecturaux les plus impressionnants de son époque. Et si l'on pense à Moïse, lui aussi décrit comme supervisant d'importants travaux de construction, organisant les équipes, dirigeant les travaux et, plus tard, construisant le tabernacle dans le désert, tout cela prend son sens. Dans l'Exode, Moïse n'approuve pas passivement le tabernacle, il en reçoit les plans. Il transmet des instructions détaillées, nomme des artisans qualifiés comme Betsaléel et supervise l'ensemble des travaux. On comprend aisément qu'il s'agit d'un projet d'envergure, extrêmement organisé, impliquant des matériaux, de la main-d'œuvre et une conception précise. Il s'apparentait davantage à un chef de projet ou à un architecte qu'on ne le croit généralement. Saviez-vous qu'un autre détail, souvent négligé, mérite d'être souligné? Avant même la construction du tabernacle, Moïse érige un autel au pied du mont Sinaï avec 12 piliers de pierre représentant les 12 tribus d'Israël. Ainsi, on retrouve l'image de Moïse non seulement comme un guide spirituel, mais aussi comme un maître d'œuvre, travaillant la pierre, l'espace et le symbolisme avec une grande intention. Si l'on compare cela à Senmout, l'architecte royal à l'origine de l'un des complexes de temples les plus ambitieux d'Égypte, un parallèle fascinant se dessine. Ces deux personnages sont associés à de grands projets de construction symbolique. Tous deux opèrent à un niveau élevé et possèdent d'excellentes compétences organisationnelles et une grande autorité. Ils semblent tous deux faire le lien entre leadership et construction, d'une manière assez inhabituelle. Puis survient l'événement qui change tout. Dans l'Exode, on raconte que Moïse sort et voit un Égyptien battre un ouvrier hébreu. Il intervient et arrête immédiatement l'Égyptien, ce qui oblige Moïse à fuir, à s'enfuir d'Égypte. Et cela soulève une question cruciale. Pourquoi Moïse était-il là? Avait-il un rôle administratif ou de supervision? Était-ce parce qu'il avait une formation en architecture et qu'il supervisait les chantiers? Et c'est précisément pour cela qu'il a été témoin de la brutalité de ce contremaître égyptien? Mais c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Senmout avait non pas un, mais deux tombeaux préparés pour lui, un luxe que seules les élites pouvaient s'offrir. L'un de ces tombeaux renferme même la plus ancienne carte stellaire connue d'Égypte, preuve supplémentaire que cet homme était très instruit et possédait de vastes connaissances en astrologie. Pourtant, malgré tout cela, il ne fut jamais inhumé dans aucun des deux. Les deux tombeaux restèrent inachevés, soudainement abandonnés, avec des outils encore sur place, comme si les travaux s'étaient interrompus sans prévenir. Sa chambre funéraire ne fut jamais achevée, son cercueil laissé inachevé. Et après cela, Senmout disparaît complètement de l'histoire. Aucun document clair concernant sa mort, aucune sépulture digne, aucune explication. Il surgit de nulle part, devient l'un des hommes les plus puissants d'Égypte, puis disparaît. Ce qui soulève une question cruciale. Senmout est-il simplement tombé en disgrâce? Ou sa disparition soudaine coïncide-t-elle avec la fuite de Moïse d'Égypte? Je me demande si je devrais vous le dire.
mais les derniers écrits concernant Senmut le situent aux alentours de la 16e année du règne d'Hatshepsut. Après cela, plus rien, il a disparu. Et si l'on compare cela à la chronologie biblique, la coïncidence est troublante. Si Moïse est né vers 1526 avant Jésus-Christ, il aurait eu 40 ans vers 1486 avant Jésus-Christ. Le moment précis où la Bible dit qu'il a eu affaire à cet Égyptien et a fui le pays, vous l'avez remarqué, correspond exactement à la période où Senmut disparaît de l'histoire. Aucune explication, aucune trace de sa mort, aucune sépulture, il a tout simplement disparu. Mais il y a plus à dire. Après sa disparition, de nombreuses statues et inscriptions de Senmut ont été délibérément détruites. Son nom a été effacé, son image brisée, son tombeau vandalisé. Suis-je le seul à me demander si les Égyptiens ont agi ainsi pour effacer quelqu'un de l'histoire, comme s'il n'avait jamais existé ? Bon, mon cher ami, au lieu de nous perdre à essayer de comprendre si Senmut était Moïse, voici une question qui divise les gens depuis des siècles. Et elle est bien plus importante. Jésus-Christ est-il Dieu? Je crois que la preuve est claire. Jésus a dit des choses comme « Celui qui m'a vu a vu le Père. Et moi et le Père, nous sommes un. » Ce n'est pas juste un maître spirituel qui prononce de grandes paroles. C'est un homme qui affirme être Dieu incarné. Et quand on y pense, c'est incroyable que Dieu ne soit pas resté distant. Il n'est pas resté à des milliards d'années-lumière à nous observer de loin. Il est venu dans notre monde, il a pris chair, comme nous. Il a vécu une vie, comme nous. Et pourtant, il l'a fait sans péché. Voyez-vous, là où nous avons péché dans notre chair, lui non. Mais ensuite, il est allé sur la croix. Il a porté tous nos péchés, toutes nos fautes. Et Dieu incarné, portant tout, est mort à notre place, prenant sur lui les péchés que nous avions commis. Pourtant, Jésus n'est pas resté mort. Sa nature humaine, elle, est véritablement morte. Mais de par sa nature même, la mort n'a pu le retenir. Il est ressuscité. Et ce faisant, il n'a pas seulement payé le prix de notre péché, il l'a effacé. Il a brisé cette dette en deux. Et maintenant, grâce à lui, une offre s'offre à vous. Le pardon, une vie nouvelle, la résurrection et même l'immortalité si vous lui faites confiance. La seule question qui demeure est donc, ferez-vous confiance au même Sauveur en qui Moïse et toutes ces grandes figures du passé ont cru, et au même Christ qui revient très bientôt pour juger les vivants et les morts? Mais au fait, je vous invite tous à consulter ma description, car vous y trouverez un lien vers l'excellent article de Christopher Ames. Vous pouvez également consulter la chaîne YouTube de l'Institut Armstrong, une chaîne formidable si vous êtes passionné d'archéologie. Alors, abonnez-vous. Vous y trouverez aussi un lien vers le livre de Scotty Roberts, car, comme vous le savez, je leur dois tout le mérite de cette vidéo et de leur travail acharné. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont fait un don, même d'1 centime, à notre ministère via notre site web. Je vous suis sincèrement reconnaissant. Merci à tous les membres de notre chaîne.